Pendant que vous regardez cette vidéo, des fragments de continents se détachent lentement par la base et sont entraînés vers le manteau océanique, une couche chaude, en grande partie solide, qui se déplace lentement sous le plancher marin. Dès qu'ils atteignent le manteau, ces fragments peuvent se déclencher des éruptions volcaniques dans des zones de l'océan dépourvues de volcans. De plus, la dislocation des continents ne se produit pas seulement en surface mais aussi en profondeur, point sur lequel nous reviendrons. Ce processus peut se poursuivre pendant des dizaines de millions d'années. La nouvelle étude montre que l'intérieur de la Terre est encore plus dynamique qu'on ne le pensait. Elle explique aussi pourquoi de nombreuses îles volcaniques, dont l'île Christmas dans le nord-est de l'océan Indien, présentent des teneurs inhabituellement élevées en certains éléments chimiques. Or, ces éléments ne se trouvent normalement que dans la croûte continentale. Les scientifiques soupçonnaient déjà que des forces profondes prélèvent d'anciens fragments de roches recyclés et les mêlent au manteau, un peu comme on mélange des ingrédients pour une pâte à gâteau. Mais auparavant, les chercheurs estimaient que ces éléments provenaient de deux sources principales. Des sédiments enfoncés dans le manteau lors de la subduction des plaques océaniques ou des panaches mantelliques, c'est-à-dire des colonnes de roches chaudes remontant des profondeurs de la Terre. Toutefois, ces explications ne concordent pas avec l'ensemble des observations. Dans certaines régions volcaniques, on ne voit presque aucun indice de recyclage de la croûte. Ailleurs, le manteau paraît trop froid et trop proche de la surface pour être influencé par la remontée de roches en fusion. Les chercheurs se demandaient autrefois comment un tel phénomène était possible. Nous savons désormais qu'une partie des matériaux de ces régions provient de fragments de continents qui s'enfoncent profondément dans le manteau, et que ces fragments influencent les volcans qui se forment au-dessus. La nouvelle étude avance aussi une idée surprenante. Les continents ne se séparent pas seulement en surface, ils se décollent également par la base, et cela peut se produire sur des distances bien plus vastes qu'on ne l'imaginait. Les chercheurs ont eu recours à des simulations pour déterminer comment les continents et le manteau réagissent lorsqu'ils sont étirés par les forces tectoniques. Leur travail s'appuie sur des études antérieures, montrant que, lorsque les continents se disloquent, des forces profondes et puissantes au cœur de la planète engendrent une vague mantellique. Celle-ci se propage le long de la base du continent à des profondeurs d'environ 150 à 200 km. Elle avance d'une lenteur extrême, à près d'un millionième de la vitesse d'un escargot, et arrache peu à peu de la matière aux racines continentales. Ces fragments ainsi décollés sont ensuite entraînés latéralement, parfois sur plus de 1000 km, vers le manteau océanique, où ils peuvent déclencher des éruptions volcaniques pendant des dizaines de millions d'années. Les travaux montrent aussi que le manteau continue de subir les effets de la rupture continentale bien après la séparation des continents eux-mêmes. Même après la formation d'un nouveau bassin océanique, il poursuit ses mouvements, se réorganise et transporte des matériaux enrichis loin de leur lieu d'origine. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé des données géochimiques provenant de diverses régions du globe, notamment de la province des monts sous-marins de l'océan Indien, une chaîne de formation volcanique apparue après la dislocation du supercontinent de Gondwana il y a plus de 100 millions d'années. Leurs modèles numériques et leurs analyses chimiques ont montré que, juste après la dislocation du supercontinent, une grande quantité de magma à la composition inhabituelle est remontée jusqu'à la surface. Au fil de millions d'années, cette signature chimique s'est progressivement estompée à mesure que de moins en moins de matériaux provenaient de sous le continent. La découverte la plus surprenante est que ce phénomène s'est produit sans l'aide de ces colonnes brûlantes de roches, l'épanage du manteau que l'on croyait indispensable. À présent, pour obtenir une vision encore plus nette, penchons-nous sur l'intérieur de notre planète. La Terre a environ 4,6 milliards d'années et est née d'un vaste nuage de poussières et de gaz qui s'est lentement refroidi, contracté et solidifié pour devenir celle que nous connaissons aujourd'hui. En se refroidissant, les métaux lourds comme le fer et le nickel ont gagné le centre, tandis que les matériaux rocheux plus légers sont remontés, ce qui a donné naissance à la structure en couche de la Terre, chaque niveau possédant ses propriétés. La croûte peut être comparée à la peau de la Terre. Elle constitue la couche la plus externe de notre planète et se compose de roches solides. Elle est morcelée en vastes ensembles, appelés plaques tectoniques, qui dérivent au fil du temps. On distingue deux types de croûtes, la croûte océanique et la croûte continentale. La croûte océanique a une épaisseur d'environ 6 à 10 km
et est recouverte d'une mince couche de sédiments tels que le sable, l'argile et les coquillages. En dessous se trouvent des roches denses, comme le basalte, riche en magnésium. Quant à la croûte continentale, plus épaisse, elle se situe sous les continents et se compose de roches plus légères. Sous la croûte se trouve le manteau, qui représente plus de 75% du volume de la Terre. Sa partie supérieure est relativement rigide, mais plus en profondeur, il devient plus souple et partiellement fondu, ce qui lui permet de s'écouler lentement. C'est ce mouvement qui entraîne le déplacement des plaques. Au centre de la Terre se situe le noyau, composé en grande partie de fer et de nickel, et organisé en deux couches distinctes, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe est une couche liquide de fer et de nickel, portée à des températures extrêmes, pouvant atteindre 6000 degrés, soit autant que la surface du Soleil. Il est aussi à l'origine du champ magnétique terrestre, qui nous protège des radiations solaires. Le noyau interne, quant à lui, est solide en raison de la pression écrasante qui règne à l'intérieur de la planète. Il est également constitué de fer et de nickel. La coque externe de la Terre, appelée lithosphère, est formée de la croûte et de la partie la plus superficielle du manteau. Elle est fragmentée en grandes unités nommées plaques tectoniques. Il existe quelques plaques de taille immense et un grand nombre de plaques plus petites. 6 des principales portent le nom des continents qu'elles supportent, comme les plaques nord-américaines, africaines et antarctiques. Toutefois, même ces plaques de moindre taille jouent un rôle important. Par exemple, la minuscule plaque Juan de Fuca est à l'origine de nombreux volcans dans le nord-ouest pacifique des États-Unis. Les plaques se déplacent comme un enchevêtrement d'anciens tapis roulants. Leur vitesse est très faible, de l'ordre de 2 à 5 cm par an, mais sur des millions d'années ce mouvement façonne la surface de notre planète. La majorité des séismes, des volcans et des chaînes de montagnes apparaissent là où les plaques se rencontrent, s'écartent ou coulissent l'une contre l'autre. On distingue 3 grands types de limites de plaques. Convergentes, lorsque les plaques se dirigent l'une vers l'autre. Divergentes, lorsqu'elles s'éloignent. Et transformantes, lorsqu'elles glissent latéralement l'une contre l'autre. Lorsque les plaques tectoniques se heurtent, la croûte se froisse et se plisse, donnant naissance à des chaînes de montagnes. Il y a environ 55 millions d'années, l'Inde a percuté l'Asie, formant lentement l'Himalaya, les montagnes les plus élevées de la Terre. La collision se poursuit encore aujourd'hui, si bien que ces reliefs continuent de s'élever. Et le mont Everest, point culminant du globe, pourrait même gagner quelques millimètres avec le temps. À certaines limites convergentes, une plaque océanique s'enfonce sous une plaque continentale dans un processus appelé subduction. La Terre située au-dessus se soulève et forme des montagnes, tandis que la plaque plongeante fond et déclenche des éruptions volcaniques, comme dans les Andes d'Amérique du Sud. Lorsque 2 plaques océaniques se heurtent, l'une glisse le plus souvent sous l'autre, ce qui crée de profondes fosses océaniques, telles que la fosse des Mariannes dans le Pacifique Nord, le point le plus profond de la Terre. Ces collisions peuvent aussi engendrer des volcans sous-marins qui finissent par émerger et former des chaînes d'îles, comme le Japon. Aux limites divergentes, les plaques tectoniques s'éloignent l'une de l'autre. Dans les océans, le magma issu des profondeurs du manteau remonte pour combler l'espace, ce qui crée des montagnes et des volcans sous-marins le long de la zone de séparation. Ce mécanisme renouvelle le plancher océanique et élargit lentement les bassins. À noter qu'un unique système de dorsale médio-océanique relie l'ensemble des océans du globe, ce qui en fait la plus longue chaîne de montagnes terrestres. Sur les continents, lorsque les plaques s'écartent, elles forment d'immenses vallées, comme la grande vallée du Rift en Afrique. Si cet étirement se poursuit durant des millions d'années, l'Afrique de l'Est pourrait se détacher pour devenir une nouvelle masse continentale. Un exemple célèbre de limite transformante est la faille de San Andreas en Californie. Contrairement aux limites convergentes ou divergentes, ce type de frontière ne crée généralement ni montagne ni océan, mais le frottement peut provoquer de violents séismes, comme celui de 1906 qui a détruit une grande partie de San Francisco.